Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes doucement en train de sortir de la salle d'attente et d'arriver. On va attendre, quelques minutes que tout le monde se connecte, donc on commencera, pas avant 19:05. Bonsoir, je le redis pour ceux qui viennent d'arriver, on est bien là, ça va commencer. Merci de vous connecter à l'heure, mais tout le monde ne sera pas à l'heure, donc on va attendre, encore quelques minutes. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas rester pendant tout le webinaire, bon, je vous invite quand même à rester le plus longtemps possible, mais le webinaire sera enregistré et publié sur le site du collectif des associations pour le logement, donc vous pourrez, voir les moments qui vous manquent. Quelqu'un demande si c'est possible d'intervenir, ce sera il me semble que les questions vont plutôt être, dans le chat et du coup on les prendra, comme vous êtes très nombreux, on va prendre les questions, à l'écrit et on y répondra à la fin. Mais du coup, vous pouvez interagir dans les questions, dans le chat et dans les questions. Ou alors je pense que vous avez un outil pour lever la main et moi je pourrais vous donner la parole pour poser une question. Donc je le redis pour ceux qui arrivent entre-temps, on commence dans quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Il manque une petite musique d'attente, je trouve. Est-ce qu'on commence? Noria et Clément, ça vous va?
Merci pour cette proposition de playlist bénévole, une prochaine fois, disons. Alors, on va commencer. Merci à toutes et à tous d'être là. Je m'appelle Maïda Olivier, je suis coordinatrice du collectif des associations pour le logement, qui est à l'initiative de cette démarche non-assistance à personnes mal logées. Du coup, l'idée, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner toutes les clés, un peu l'historique de la démarche, comment on en est arrivé là, qu'est-ce que c'est non-assistance à personnes mal logées? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quelles vont être les suites? Et surtout, comment vous, en tant que citoyen, citoyenne, membre d'association, en fonction du secteur dans lequel vous travaillez, comment vous pouvez nous soutenir? Pour cet échange, donc, on va parler environ 45 minutes et on aura 15 minutes de questions à la fin. Donc je vais commencer par vous présenter, vous introduire un peu, la démarche. Ensuite, je donnerai la parole à Noria Derdek, qui est, chargée d'études juridiques à la Fondation pour le logement des défavorisés, ex, Fondation Abbé Pierre, qui, va nous présenter, le travail contentieux, de manière générale et faire un zoom sur, l'un des recours. Parce que vous verrez que dans cette affaire non-assistance à personnes mal logées, il y a 2 recours juridiques en réalité. Je donnerai ensuite la parole à Clément Capdebos, avocat au barreau de Paris, qui a travaillé notamment sur l'affaire du siècle, sur le climat dont vous avez sûrement peut-être entendu parler, et qui nous a accompagnés sur tout ce travail, qui nous représente les associations dans ces recours, voilà, et qui nous fera un zoom plus particulier sur l'autre recours juridique qu'on a déposé jeudi. Et enfin, il n'est pas encore connecté, mais il nous rejoint. Je donnerai la parole à Charles Merlin, qui s'appelle Vivre moins con sur, les réseaux sociaux, qui est créateur de contenu et qui, avec qui on a travaillé, pendant, plusieurs mois, à, la mobilisation et la création de contenu autour de ces recours, sur comment, vous mobiliser, autour, de la question du mal logement. Et donc il nous parlera un peu de quelle est la place du logement dans les causes qu'il défend, quel message, pourquoi il a souhaité s'engager sur ce sujet. Et donc on aura un échange là-dessus à la fin. Puis évidemment, vous pourrez poser vos questions. Euh, donc, un petit mot sur le collectif des associations pour le logement. C'est un collectif qui a été créé en 2008, suite à plusieurs occupations qui avaient eu lieu le long du canal Saint-Martin, devant Notre-Dame, avec des tentes où il y avait des personnes sans abri, qui visaient, c'était voilà, une interpellation qui visait à mettre en avant le non-hébergement, mais aussi les conditions déplorables d'hébergement dans lesquelles les personnes sans abri étaient. Et donc, suite à ça, le collectif s'est formé et en fait, il réunit aujourd'hui 40 associations qui se battent, enfin qui se positionnent, qui luttent sur les questions de logement, d'accès au logement et d'hébergement d'urgence. Il y a un très grand panel d'associations comme la Fédération des acteurs de la solidarité et la Fondation pour le logement des défavorisés, qui sont les 2 associations porte-parole, mais on n'est pas du tout que 2 associations. Il y a aussi, je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais certaines qui doivent vous parler, Médecins du Monde, Utopia 56, le Secours catholique, des associations sur le logement des jeunes comme l'UNAGE, l'UNCLAGE, ATD Carmonde, Cité Caritas, j'ai vu qu'il y avait des personnes de l'association qui étaient connectées. Et donc c'est vraiment, la chose à retenir, c'est que cette affaire, on la porte collectivement avec les 40 associations. Voilà, donc c'est une affaire collective et c'est aussi en ça qu'elle est un peu inédite, c'est qu'on est vraiment énormément d'associations à avoir travaillé ensemble et avoir travaillé sur cette démarche. Jusqu'alors, nos actions, en tant que collectif des associations pour le logement, c'était plutôt des actions, d'interpellation. On faisait, ce qu'on appelle du plaidoyer. Donc on interpellait les pouvoirs publics via, soit des courriers, soit, des mobilisations dans l'espace public, des interpellations sur les réseaux sociaux, voilà, de la communication. On avait décidé de se réunir pour être l'idée, c'est d'être, plus forts, ensemble, de couvrir vraiment tous les aspects, en tout cas un très grand nombre d'aspects du mal logement, voilà, des différents aspects du mal logement, différents types de personnes touchées par le mal logement, et de vraiment défendre, de se battre pour faire advenir une meilleure, une nouvelle politique de logement qui soit plus protectrice des mal logés. Alors on a obtenu ces dernières années, c'est sûr, quelques victoires. En tout cas, on a, je pense, contribué à empêcher que
la situation, s'aggrave encore plus, qu'elle, ne s'est aggravée, on peut le dire comme ça. Notamment, on mène souvent une bataille sur, les suppressions de places d'hébergement d'urgence, que le gouvernement, tente, de mettre en place à chaque, projet de loi de finances et donc voilà, ces dernières années, c'est plutôt ça qu'on a réussi à faire, en tout cas, maintenir le parc d'hébergement d'urgence. On défend aussi, très fortement ce qui s'appelle le logement d'abord. C'est, l'idée que, le logement ne doit pas être, le la dernière étape après un parcours, dans l'hébergement, très, très long, dans différents types, d'hébergements d'urgence, et qu'en fait, on peut aussi voir le logement comme et ça devrait être ça, ça devrait être un préalable, pour que la personne puisse, retrouver des meilleures conditions de vie, une certaine forme de dignité, pouvoir recréer du lien social, trouver du travail, faire des démarches administratives. Alors en France, on est en tout cas aujourd'hui pas du tout dans le logement d'abord, ça reste, un projet. Il y a des plans qui existent, mais qui restent bien trop, bah, voilà, pas du tout à la hauteur des besoins et de la demande et de la hausse de la précarité. C'est, c'est dans cette, démarche qu'on s'inscrit, si on a lancé ces démarches contentieuses, donc juridiques, c'est pas la première fois que les associations entament des démarches contentieuses. Individuellement, on le fait, régulièrement, mais là, c'est la première fois qu'on y va, collectivement. Le collectif n'avait jamais encore porté, ce type de démarche et c'est dans un contexte où, tous les indicateurs de la crise du logement s'aggravent. Vous le voyez peut-être si vous travaillez, dans des associations ou juste, bah, ouais, en tant que potentiellement personne concernée, si vous êtes, étudiant, personne, mal logée. Et voilà, on en a beaucoup parlé ces dernières années dans les médias de l'aggravation de la crise du logement, et c'est pas juste un ressenti. Il y a des indicateurs, très clairs qui le montrent et en réalité, tous les indicateurs sont à l'aggravation. Hem Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a de plus en plus de personnes qui sont, à la rue. Pour ça, on suit le nombre de personnes qui appellent le numéro d'urgence 115 et qui n'obtiennent pas d'hébergement d'urgence, qui sont, refusées par le 115 parce qu'il y a pas assez de place. Bah, ce chiffre aujourd'hui, il est chaque soir de 6 000 jusqu'à 8 000 personnes, dernièrement, dont 2 000 enfants. C'est pas on n'a pas toujours été, à ce niveau. Pendant la période du covid notamment, il y avait eu un effort des pouvoirs publics, pour créer des places d'hébergement. On était plutôt autour de 2 000. Donc ça montre qu'en tout cas avec une politique beaucoup plus, protectrice, sociale et bah, c'est pas une fin en soi. On n'est pas obligé de laisser, 2 000 enfants à la rue, 6 000 personnes chaque soir. Hem C'est pas que sur le plan des personnes à la rue, comme je vous le disais, il y a aussi, les conditions d'hébergement et qui sont, enfin là, il y a des personnes qui restent très longtemps dans l'hébergement d'urgence et pour ça, on le voit avec la hausse du nombre de sans domicile. Donc les personnes sans domicile, c'est les personnes à la fois celles qui sont sans abri, donc qui habitent, voilà, qui dorment dans la rue, ou en bidonville, mais aussi toutes les personnes qui habitent dans des hébergements d'urgence, et dans hébergements d'urgence, et aussi dans le dispositif national du droit d'asile. C'est des hébergements qui sont censés être temporaires, mais il y a de plus en plus de personnes pour qui c'est, la solution de logement qui reste très longtemps. En 2020, il y avait 300 000 personnes sans domicile, et en 2024, c'est le chiffre, qui a été, révélé, récemment par la Fondation pour le logement des défavorisés, on a 350 000 sans domicile. Donc on a une hausse de 50 000 personnes, 50 000 sans domicile de plus en seulement 4 ans. Hem Ce qu'on voit également, donc il y a tous ces indicateurs aussi, en tout cas numériques qu'on peut très facilement, suivre. Mais il y a aussi, une certaine volonté politique, un discours politique qui change à l'égard des personnes mal logées. Heu, de plus en plus de stigmatisation, on l'a vu avec, la loi Kasbarian 1, qui a été votée, définitivement, en 2023. Ou en 2024, je sais plus, je m'y perds, 2023, juin 2023 et donc c'était une loi, vraiment qui s'attaquait aux personnes mal logées, et donc ça a en tout cas entretenu, médiatiquement tout un discours, de stigmatisation des personnes, les plus pauvres, et ça continue. Les personnes qui habitent en squat, les locataires du parc social, enfin voilà, il y a tout ce discours, qu'on voit monter. Ça se traduit aussi par, l'instauration de critères pour entrer dans l'hébergement, d'urgence, alors que, Clément, pourra le rappeler, Clément Capdebos pourra le rappeler longuement, l'hébergement d'urgence est inconditionnel et pourtant nous, on voit ces dernières années des tentatives, même par les autorités de l'État, des préfets, de mettre en place des critères, de situation administrative, de,
être un certain nombre de mois, d'avoir un certain nombre de mois de grossesse, plus de 6 mois pour être prioritaire, pour être hébergé. Et donc ça, voilà, c'est un glissement qu'on voit petit à petit. C'est des décisions à chaque fois qu'on attaque individuellement, mais on n'avait pas encore fait de là, c'était vraiment l'intention d'avoir une démarche vraiment globale et de dénoncer globalement, tout ce glissement et la dégradation, l'aggravation de la crise du logement. Parce que là, du coup, on parlait plutôt de l'hébergement, mais les indicateurs sur le plan du logement sont tout aussi inquiétants. L'augmentation du nombre de demandeurs de logements sociaux, on est à 2,7 millions de personnes qui sont demandeurs en attente d'un logement social. C'est 700 000 de plus qu'en 2017. C'est énorme, c'est 35% de plus en quelques années. Une augmentation du temps d'attente, on attend de plus en plus longtemps avant de se voir attribuer un logement. Et en tout cas, il y a aussi cet aspect-là des attributions de logements sociaux, de l'accès au logement social qui fait l'objet de ces recours. Parce que ce qu'on porte aussi avec le collectif des associations pour le logement, c'est qu'on ne peut pas penser la question de l'accès au logement et la question de l'hébergement individuellement de manière isolée. En fait, c'est tout à fait lié. Si les personnes n'arrivent pas à accéder au logement, bah, leur seul spot de sécurité, c'est l'hébergement d'urgence. Et donc, si on ne peut pas agir sur l'un sans agir sur l'autre. Et évidemment, tout ça, tous ces indicateurs sur le plan du logement, ils sont à mettre en contexte avec la hausse de la précarité de manière générale et aussi la baisse des aides sociales. On peut notamment mentionner la baisse des APL, des aides personnelles au logement, qui, en gros, on a coupé 4 milliards par an ces dernières années. Donc, c'est énorme en termes de perte de pouvoir d'achat et ça empêche les personnes de pouvoir se loger. Et donc, je vous en dis pas plus et je vais passer la parole à Noria Derdek. Le, le message, tu me fais des signes, je sais pas ce que tu veux me dire. Je Le voulais juste besoin, en te tout cas. dire que c'est Clément qui va commencer avant Ah, moi. pardon. Pardon. Ok, c'est Clément qui commence, pardon. Mais que en tout cas, l'intention qu'on avait avec cette affaire, c'est de dire à un moment stop. On passe notre temps à réagir, à identifier, à mener des batailles sur certains aspects, à empêcher que la situation s'aggrave. Mais il y a un moment, quand est-ce qu'on prend le temps de prendre du recul et de dire que globalement, ça va pas. Globalement, la politique que mène l'État, non seulement elle est contraire à nos valeurs et à la société qu'on voudrait voir advenir. Mais en plus, c'est pour ça qu'on est allé sur le volet juridique, elle est illégale. L'État ne respecte pas sa propre loi. Et en réalité, ce qu'on demande à minima, et c'est l'objet de ces recours, c'est que l'État respecte sa propre loi en matière d'hébergement d'urgence et de droit au logement. Et c'est bien ce qu'on compte rappeler et ce à quoi on compte contraindre l'État via la justice avec cette affaire. Et donc, je laisse la parole à Clément Capdebos pour se présenter et présenter la façon dont il nous a aidé son travail dans cette affaire. Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence en grand nombre, même si nous n'avons pas le plaisir de vous voir, et de l'intérêt que vous manifestez pour notre affaire. Donc, moi, je suis Clément Capdebos, avocat au barreau de Paris, et j'ai donc accompagné les associations dans leur démarche et la construction de leur stratégie contentieuse sur cette affaire de non-assistance à personnes mal logées. Alors, cette affaire, cela vous a été dit, elle tend à dénoncer l'inaction ou l'insuffisance action de l'État en matière d'hébergement d'urgence et de droit au logement. Pour ce faire, deux recours en responsabilité dirigés contre l'État ont été introduits la semaine dernière devant le tribunal administratif de Paris. Le premier, en matière de droit au logement, qui est porté par mes confrères et consoeurs Marion Augier et Lionel Crusoé du cabinet Andot Avocat et Margot Lecourt et Emmanuel Daoud du cabinet Vigo. Et le second, que je porte aux côtés de Myriam Goujon, avocate au Conseil d'État à la Cour de cassation, en matière d'hébergement d'urgence des personnes sans abri. Avant de vous présenter plus en détail ce recours hébergement, je voudrais peut-être vous dire quelques mots de ce qu'est un recours en responsabilité contre l'État ou recours de plainte contentieux et de ce qu'on peut en attendre. À travers un tel recours, il s'agit, comme son nom l'indique, d'engager la responsabilité de l'État et de solliciter la réparation d'un ou plusieurs préjudices. À grands traits, pour essayer de rester simple, trois conditions doivent être réunies pour engager efficacement la responsabilité de l'État. D'abord, une faute, j'y reviendrai. Ensuite, un préjudice, moral, matériel ou financier, par exemple. Et enfin, un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice,
C'est-à-dire que le dommage, le préjudice que l'on invoque, doit trouver sa cause dans les fautes commises par l'administration. Je l'ai dit, l'engagement de la responsabilité de l'État fait intervenir la notion de faute. Il ne s'agit pas d'invoquer l'illégalité d'un acte ou une décision précisément identifiée, mais de démontrer que l'administration, ici l'État, a méconnu l'une de ses obligations ou s'est abstenu d'agir alors qu'il était tenu de le faire. En fait, l'idée, c'est la suivante. Il y a une obligation qui pèse sur l'État. Il doit non seulement la respecter, ce qui suppose de ne pas adopter de dispositifs contraires, mais il doit aussi l'appliquer pleinement pour parvenir au résultat prescrit par l'obligation. Et s'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité pour faute, sans préciser que cette faute peut résulter d'une carence, c'est-à-dire d'une inaction, d'un retard à agir, d'une insuffisance de l'action ou d'une inefficacité de l'action de l'administration. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ceci, pourquoi saisir le juge et pourquoi les associations décident de faire appel au droit pour se faire entendre? Il me semble que lorsque le dialogue avec l'administration, et spécialement l'État, ne suffit plus, lorsque les efforts déployés par les associations n'aboutissent pas et ne permettent pas d'améliorer une situation ou d'obtenir de véritables avancées, le recours au droit peut s'imposer comme un levier supplémentaire d'action pour les associations, simplement pour rappeler à l'État qu'il n'est finalement qu'un justiciable comme les autres et qu'il doit, lui aussi, respecter les obligations mises à sa charge. Pour des associations, l'activité contentieuse peut donc être parfaitement complémentaire de l'action militante, du dialogue et du plaidoyer, et les associations sont parfaitement dans leur rôle lorsqu'elles saisissent le juge pour finalement demander le respect de l'état de droit et rappeler à l'État qu'il peut et doit être condamné lorsqu'il ne respecte pas le droit. Alors, qu'est-ce que l'on peut attendre d'un recours en responsabilité contre l'État? Si l'action que l'on évoque aujourd'hui est inédite en matière sociale, de nombreux précédents existent dans d'autres domaines, par exemple en matière environnementale, qui peuvent nous donner quelques éléments de réponse. D'abord, replacer un sujet au cœur du débat politique. Il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, le lancement de l'affaire du siècle, qui a été évoqué, avait permis de replacer les questions environnementales, et notamment la question de la lutte contre le changement climatique, sur le devant de la scène médiatique et politique. Elle avait également contraint les responsables politiques à se positionner sur ces questions. Et c'est également ce que l'on peut attendre pour notre affaire. D'ailleurs, au-delà de ces relais médiatiques, nombreux depuis la semaine dernière, la ministre chargée du logement, Madame Valérie Létard, s'est déjà exprimée sur le sujet dès jeudi, en reconnaissant que les recours que nous avons introduits sont légitimes et que les associations sont parfaitement dans leur rôle lorsqu'elles entendent rappeler les droits fondamentaux face au retard pris par l'État. Et ensuite, d'un point de vue plus juridique, les juridictions administratives ont à plusieurs reprises condamné l'État pour avoir manqué à ses obligations sur différents sujets. Et dans ce cadre, ce que l'on peut obtenir concrètement, c'est d'abord l'indemnisation ou la réparation d'un préjudice, c'est-à-dire la reconnaissance par le juge de ce que la faute de l'administration a des effets négatifs et génère un dommage pour le requérant, soit qu'elle porte atteinte aux intérêts collectifs défendus par une association, soit par exemple qu'elle la contraigne à engager des frais pour agir à la place de l'État. Et sur ce dernier point, vous avez d'ailleurs un exemple très récent dans l'actualité, puisque la semaine dernière, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'État à rembourser à la communauté d'agglomération Pays Basque les sommes qu'elle avait engagées pour prendre en charge à la place de l'État des prestations d'accueil de personnes sans abri. Ensuite, et c'est souvent d'ailleurs ce qui nous intéresse davantage dans ce type de recours, le juge peut ordonner à l'État d'adopter un certain nombre de mesures destinées à faire cesser la faute et à garantir le respect des obligations mises à la charge de l'administration, ce qu'on appelle des injonctions. Le prononcé de ces injonctions permet ensuite d'exercer une forme de pression sur l'État, puisque s'il ne les exécute pas spontanément, il est tout à fait possible de revenir devant le juge pour le contraindre à s'exécuter, éventuellement sous astreinte. Et vous avez par exemple un exemple en matière de pollution de l'air, en 2010, toujours en matière environnementale. En 2017, le Conseil d'État avait condamné l'État à prendre des mesures pour réduire les concentrations de particules fines dans certaines zones urbaines. L'État ne s'est pas exécuté, et bien le Conseil d'État l'a de nouveau condamné à agir sous astreinte de 10 millions puis 5 millions de mémoire d'euros par semestre de retard. Voilà. Alors après cette introduction, j'en viens plus précisément aux détails du recours que nous avons introduit avec Myriam Goujon en matière d'hébergement d'urgence. En matière d'hébergement d'urgence des personnes sans abri, l'État est soumis à plusieurs obligations. D'abord, il est tenu par une obligation générale de lutte contre le sans-abrisme
qui découlent du droit à la dignité de la personne humaine et du droit au logement, qui sont consacrés par plusieurs textes de droit international, de droit européen et de droit interne, y compris de rang constitutionnel. Et ensuite, cette obligation générale se trouve elle-même concrétisée en droit interne par de véritables obligations de résultat que l'État s'est lui-même fixées et qui sont reprises dans le Code de l'action sociale et des familles aux articles L345-2-2 et L345-2-3. Ces obligations sont de trois ordres. Premièrement, accorder un accès inconditionnel à des dispositifs d'hébergement d'urgence à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Deuxièmement, garantir à toute personne accueillie au titre de l'hébergement d'urgence des conditions d'accueil dignes et sûres, ainsi qu'un accompagnement social adapté. Et troisièmement, assurer la continuité de la prise en charge de toute personne accueillie, tant qu'elle le souhaite, et sauf motif légitime de fin de prise en charge, par exemple une décision de la personne hébergée elle-même. Au total, donc, la loi consacre le droit pour toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d'accéder à un dispositif d'hébergement d'urgence conforme au principe de la dignité de la personne humaine et de s'y maintenir jusqu'à ce qu'une orientation vers une solution stable, adaptée à ses besoins, lui soit proposée. Et pourtant, ce que l'on constate, ce que l'on a constaté avec l'association lorsqu'on a commencé à travailler sur le sujet, c'est que l'État ne respecte aucune de ses obligations. Concernant la problématique de l'accès à l'hébergement d'urgence, on observe, Maïda vous l'a rappelé, que le nombre de personnes laissées à la rue est en hausse. Chaque soir, ce sont en moyenne près de 6 000 demandes qui restent non pourvues au 115, dont environ 3 500 demandes provenant de familles. Concrètement, ça veut dire que chaque soir, il y a au moins 6 000 personnes sans abri qui restent à la rue, dont environ 2 000 enfants, alors que ces personnes remplissent les critères définis par la loi pour accéder à l'hébergement d'urgence. Je vous rappelle, les critères, c'est être une personne sans abri et être en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Et ce chiffre de 6 000 demandes non pourvues, qui est déjà très élevé, est d'autant plus alarmant qu'il n'est pas parfaitement représentatif. Pourquoi? Parce que les demandes non pourvues ne concernent que les personnes qui appellent le 115 et qui ne reçoivent pas de réponse positive. Or, on a de nombreuses études, que l'on a d'ailleurs produites à l'appui du recours, qui montrent que toutes les personnes à la rue n'appellent pas le 115, loin de là, souvent parce qu'elles savent qu'elles n'auront pas de réponse positive à leur demande d'hébergement, ou parce qu'elles savent qu'elles ne seront pas hébergées dans de bonnes conditions conformes à leurs besoins. Face à cette situation, face à l'accroissement des demandes non pourvues et à l'augmentation du nombre de personnes sans abri, on constate également que les moyens alloués par l'État à l'hébergement d'urgence augmentent peu et restent très largement insuffisants. Et cette situation aboutit à des dérives, avec par exemple, là aussi ça vous a été dit, la détermination de critères de priorisation des demandes qui sont bien souvent imposés aux organismes qui gèrent les dispositifs de veille sociale, les SIAO, par les autorités publiques et notamment les préfets. Qu'est-ce que concrètement cela signifie? Je vous l'ai dit déjà 2 fois, je crois, 2 critères suffisants en principe pour pouvoir accéder à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. La première condition, c'est être une personne sans abri, et la seconde, c'est être en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Et d'ailleurs, bien souvent, on constate que ces 2 critères vont de pair en pratique. Eh bien, l'État, parce qu'il ne parvient pas à remplir ses obligations, vient imposer aux organismes qui gèrent les dispositifs de veille sociale des critères de priorisation des vulnérabilités. C'est-à-dire que l'on va demander aux travailleurs sociaux, aux écoutants du 115, de classer parmi les personnes vulnérables celles qui sont encore plus vulnérables que les autres et qui méritent un peu plus que les autres de bénéficier d'un hébergement d'urgence. De façon extrêmement cynique, parce que c'est de ça dont il s'agit, on va demander aux structures accueillantes de déterminer qui est plus prioritaire entre, par exemple, un enfant de 6 mois et un enfant de 3 ans handicapé, ou entre une femme enceinte de 4 mois et une femme enceinte de 6 mois. Voilà ce à quoi ces critères aboutissent en pratique. Et qui d'ailleurs, ces critères justifient bien souvent, enfin, expliquent bien souvent que les travailleurs sociaux soient lassés de leur travail et donc que l'on peine à trouver des personnes pour répondre aux 115. Et dans un contexte de saturation globale du dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence, cette priorisation, elle n'a pas pour effet de prioriser quoi que ce soit, mais bien d'exclure certaines catégories de personnes ou de familles du dispositif de l'hébergement d'urgence, et notamment les hommes, les couples sans enfants ou les personnes isolées. Concernant maintenant les conditions d'accueil au titre de l'hébergement d'urgence. La méconnaissance de ces obligations par l'État
se traduit principalement par un recours massif à l'accueil en chambre d'hôtel, qui pourtant ne permet pas de garantir des conditions d'accueil dignes et sûres, ni d'offrir aux personnes hébergées un accompagnement social adapté. Et cette situation, elle perdure depuis de très nombreuses années, alors que les limites qualitatives de l'hébergement à l'hôtel sont connues, largement documentées, et que l'État ne peut les ignorer. Exiguïté des chambres, insalubrité, impossibilité de faire des repas, conditions de scolarisation particulièrement difficiles pour les enfants, absence d'intimité, instabilité résidentielle, difficulté d'accès aux soins, etc., etc. Concernant enfin la continuité de la prise en charge des personnes accueillies au titre de l'hébergement d'urgence, elle n'est pas non plus garantie par l'État. Bien au contraire, pour faire face à la saturation des dispositifs d'hébergement d'urgence, dont il est pourtant le seul responsable, l'État fixe régulièrement des durées de séjour a priori et des critères de renouvellement qui pourtant ne sont pas prévus par la loi. Par exemple, dans certaines régions, les services de l'État vont considérer que les personnes isolées n'ont pas vocation à bénéficier dans la durée d'un hébergement d'urgence. Dans d'autres régions, le maintien de la prise en charge des femmes victimes de violences est conditionné au dépôt d'une plainte. Parfois, le maintien de l'hébergement suppose encore que la vulnérabilité du ménage se soit aggravée. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus d'être vulnérable, encore faut-il que la vulnérabilité s'aggrave au fil de la prise en charge. On le voit à travers ces quelques exemples, le fait d'être une personne sans abri en situation de détresse, médicale, psychique ou sociale, ne suffit plus, en pratique, pour bénéficier d'un hébergement d'urgence stable et de qualité. Et dans le recours, nous avons donc cherché à démontrer que ces différentes carences sont constitutives de fautes de l'État dans la mise en œuvre de cette obligation en matière d'hébergement d'urgence, qui contribuent à l'aggravation du sans-abrisme en France et qui justifient que la responsabilité de l'État soit engagée. Nous avons également démontré que ces fautes étaient à l'origine de préjudices pour les associations requérantes dont nous demandons la réparation. D'abord, un préjudice moral qui est caractérisé par l'atteinte aux intérêts collectifs défendus par ces associations, et ensuite, pour certaines d'entre elles, un préjudice matériel, puisque certaines ont été contraintes de prendre en charge des mesures ou d'accomplir des actions pour pallier les insuffisances de l'État, par exemple prendre en charge des unités hôtelières, fournir des couvertures, des repas, des tentes, etc. Et au-delà de la réparation des préjudices subis, il importe surtout que ces fautes cessent. Et pour cela, nous avons demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au Premier ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations mises à la charge de l'État et garantir l'inconditionnalité, la qualité et la continuité de l'accueil des personnes sans abri. Pour cela, des solutions concrètes existent. On les a présentées dans le recours. Par exemple, financer et ouvrir un nombre suffisant de places d'hébergement de qualité, mettre fin aux critères d'accès à l'hébergement d'urgence, en finir avec l'unité hôtelière, garantir des conditions d'accueil conformes aux principes d'égalité de la personne humaine, mettre un terme aux pratiques de fin de prise en charge sèches, sans proposition d'orientation vers une autre structure d'hébergement stable. Voilà. Donc, on a présenté tout ça au juge et maintenant, le recours, enfin, l'affaire est entre les mains du juge et on attend la réponse dans un délai qui devrait être compris entre 1 an et 1 an et demi, d'après les délais habituels devant le tribunal administratif de Paris. Voilà ce que je peux vous dire brièvement du recours hébergement d'urgence. Noria, vas-y. Bonjour à tous. Je vais vous parler du volet logement de cette affaire non-assistance à personnes mal logées, où nous reprochons à l'État de ne pas respecter le droit au logement opposable, dit DALO. Ce volet logement se réfère au droit au logement qui est reconnu depuis de nombreuses années, donc, comme pour le droit à l'hébergement, des conventions, des traités internationaux et européens qui ont été ratifiés par la France et donc qu'elle s'engage à respecter et à appliquer. Et le droit pour toute personne d'avoir un logement décent a aussi été reconnu comme un objectif de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dès 1995. Pour lui donner plus d'effectivité à ce droit au logement, il a été rendu opposable en 2007, à la suite d'une grande mobilisation sur le canal de l'Ourcq qui avait été organisée par les enfants de Don Quichotte. Et depuis cette date, un recours individuel est ouvert aux personnes qui ont fait une demande de logement social et qui se trouvent dans l'une de ces situations, avoir attendu un logement social depuis plusieurs années, et parfois jusqu'à 10 ans à Paris,
Attendre un logement en étant cantonné dans un centre d'hébergement d'urgence ou d'insertion depuis plus de 6 mois, être dans un logement temporaire, c'est-à-dire un logement d'aide, un logement d'insertion, un logement dans lequel on n'a pas vocation à rester et à habiter longtemps et de manière durable et définitive, surtout y être cantonné depuis plus d'1 an et demi. Les ménages qui sont aussi logés dans un logement inadapté à leur handicap, les ménages qui vivent dans un logement dangereux pour leur santé et leur sécurité, ceux qui sont menacés d'expulsion locative ou ceux qui sont dépourvus de logement, sans domicile, sans abri et qui vivent à la rue. Des situations donc, qui sont toutes difficiles, des situations qui sont toutes graves, aussi graves que pour la requête sur l'hébergement, et donc autant de demandes de logement cette fois-ci, des personnes qui ont pu saisir une commission de médiation dès lors qu'elles remplissaient ces critères que je viens d'énoncer, une commission départementale qui juge de l'urgence qu'il y a ou non à leur proposer un logement. Dès lors que la commission de médiation a reconnu que ces personnes étaient prioritaires et urgentes pour accéder à un logement social, elle communique cette liste à l'État via les préfets pour que leur soit proposé ce logement adapté. Et là, c'est plus du tout une option pour l'État de loger ces personnes. C'est un résultat. C'est un résultat à atteindre dans un délai précis qui est de 3 ou de 6 mois en fonction de là où on se situe sur le territoire. En Île-de-France, c'est plutôt 6 mois. Dans le cas contraire, donc si un logement n'est pas proposé dans ce délai-là à la personne qui a été reconnue prioritaire et urgente, à son niveau, elle peut saisir le juge administratif pour qu'il enjoigne l'État à lui proposer un logement adapté. Et le juge peut le faire sous astreinte, c'est-à-dire avec une somme d'argent que l'État doit verser par jour de retard dans ce relogement. Et ça, c'est au niveau individuel. Ça, c'est le DALO à titre individuel. Et donc, ce qu'est le DALO, au final, c'est une obligation de résultat qui est bien encadrée par une procédure qui est très claire. Et malgré ça, on a aujourd'hui 96 000 ménages qui ne se sont toujours pas vus proposer un logement adapté par l'État dans le délai légal. Et ces 96 000 ménages qui ne sont pas relogés, c'est l'objet central de ce second recours de l'affaire non-assistance à personnes mal logées. C'est la première faute qu'on reproche à l'État. Mais ce n'est pas la seule. L'État est aussi fautif parce qu'il n'use pas toutes ses prérogatives pour remplir cette obligation de résultat. Dans les attributions de logements sociaux, d'abord, il y a des règles qui sont spécifiques liées à la procédure DALO et il y a des règles générales d'attribution qui s'imposent à tous les acteurs. Dans la procédure DALO, celle-ci prévoit un cheminement dédié des demandes de logement social pour les ménages qui ont été reconnus prioritaires et urgents. Le préfet désigne ces ménages à un bailleur social qui doit lui proposer un logement dans un périmètre géographique. Et ce bailleur ne peut pas refuser. Si le bailleur refuse, l'État doit se substituer à lui pour attribuer le logement adapté dans son parc. Et ça, cette substitution, si un bailleur refuse, il le fait que rarement. Et c'est la deuxième faute de l'État que nous soulevons, de ne pas le faire suffisamment pour remplir son obligation de résultat. À côté de la procédure DALO, il y a des règles générales d'attribution des logements sociaux qui prévoient en toute logique que les demandeurs qui sont reconnus prioritaires et urgents au titre du DALO soient ultra prioritaires parmi tous les demandeurs de logements sociaux pour se voir attribuer un logement social. Et cette règle de priorité s'applique à tous les acteurs du logement. Elle s'applique d'abord à l'État sur des logements qui lui sont réservés. L'État dispose de 25% de tous les logements sociaux. Or, non seulement on a découvert, grâce au Haut Comité pour le droit au logement, dans une étude qu'il a sortie l'année dernière, que l'État, durant toutes ces années, depuis 2008, n'était pas en mesure d'identifier tous les logements qui lui sont réservés dans le parc social et que de cette manière, des milliers d'attributions étaient ainsi perdues chaque année au détriment, en premier lieu, donc, des ménages prioritaires DALO. Mais pire, les logements dont il dispose bien, donc qu'il a pu identifier, sur lesquels il a pu proposer des candidats au logement, à l'attribution d'un logement social, tous ces logements-là n'ont pas été attribués en priorité aux ménages prioritaires DALO, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ménages prioritaires DALO, jusqu'à ce que l'État n'ait plus de logements réservés sur son contingent. Ça, c'est la troisième faute que l'on reproche à l'État.
Donc, les règles de priorité d'attribution de logements sociaux s'imposent aussi à d'autres réservataires que l'État. Il n'y a pas que lui qui intervient pour orienter des demandes aux bailleurs sociaux et faire des propositions en commission d'attribution. Il y a aussi Action Logement, qui est l'ancien 1% patronal, et les collectivités locales qui, en contrepartie des financements pour produire du logement social ou des garanties de prêts pour les bailleurs sociaux, ont aussi des logements qui leur sont réservés, sur lesquels ils peuvent proposer des candidats à l'attribution. Et il y a aussi les bailleurs sociaux eux-mêmes qui ont leur propre logement qu'ils gèrent et sur lesquels ils peuvent et qu'ils peuvent attribuer à des demandeurs. Ces trois types d'acteurs-là doivent respecter les règles de priorité. Donc, dans tous les logements, dans toutes les propositions qu'ils font, ce sont les ménages DALO qui doivent passer les premiers. Mais ces trois types d'acteurs-là ont une autre obligation, un quota légal à respecter. Ils doivent attribuer au moins 25% de leur logement aux ménages prioritaires DALO en premier lieu. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, parmi leurs droits de réservation, parmi les logements dont ils disposent, 25%, un quart au moins, doivent être attribués aux ménages prioritaires DALO. Tant qu'il y a des ménages à reloger et tant qu'il leur reste des logements sur ce quota-là. Or, on sait avec certitude que, d'une part, ces quotas d'attribution ne sont pas respectés. Action Logement, par exemple, n'attribue que 6% de son quota aux ménages prioritaires DALO, au lieu de 25%. C'est la même chose pour les collectivités. Mais on sait aussi que souvent, et notamment pour les collectivités et notamment pour les bailleurs sociaux, l'État n'est pas en mesure de justifier que ce quota est respecté. C'est-à-dire qu'il n'exerce pas son devoir de contrôle du respect de la loi par les réservataires de logements sociaux. Et quoi qu'il en soit, alors que la loi lui impose de le faire, quand ce quota-là n'est pas respecté, jamais il ne s'est substitué pour attribuer des logements, les logements qui manquent aux ménages prioritaires DALO, jusqu'à ce que les quotas soient remplis. Jamais il ne s'est substitué à Action Logement pour passer de 6% à 25% d'attribution aux ménages prioritaires DALO. Ça, c'est la quatrième faute qu'on lui reproche. Normalement, si l'État faisait respecter les priorités d'attribution des logements sociaux et les quotas légaux, il devrait respecter son obligation de résultat au titre du DALO, ou en tout cas, il ne devrait pas être loin de respecter son obligation de résultat. Alors, dans le cas où il prétendrait le contraire, et si jamais il en apportait la preuve, évidemment, on précise au juge que la loi a identifié un autre levier significatif complémentaire au parc social à disposition de l'État pour qu'il remplisse son obligation. Et c'est attribuer aux ménages prioritaires DALO des logements dans le parc privé cette fois-ci. Des logements dans le parc privé qu'il a mobilisés à des fins sociales par convention avec les bailleurs ou alors des logements dans le parc privé qu'il aurait réquisitionnés. Or, il ne le fait pas. Il ne le fait pas pour les logements réquisitionnés, pour cause, il ne réquisitionne pas, ou alors quasiment pas, ça a dû arriver 2-3 fois. Ou alors pour les logements conventionnés, il peut le faire, mais il le fait de manière très très marginale par rapport au parc qui est disponible, au parc privé qui a été mobilisé. Pour finir, sur ce recours-là, il nous a semblé, au 39, donc association du collectif des associations pour le logement, il nous a semblé important de souligner encore au juge que l'augmentation du stock de logements sociaux était nécessaire et était importante. Elle est importante à la fois pour répondre aux besoins du recours DALO, aux ménages requérants, pour y répondre tout en pouvant continuer à répondre de manière suffisante à l'ensemble de la demande de logements sociaux en France. Les ménages reconnus prioritaires DALO non relogés dans les délais, c'est 96 000. Le nombre de demandeurs de logements sociaux en France, c'est 2,7 millions. On va pas arriver, il ne faut pas arriver au même type d'arbitrage que Clément Capdebos vous a décrit en matière d'hébergement. Il faut pouvoir répondre à tous, avec ou sans DALO. Et là, nous disons que l'État a une obligation de moyens à sa charge et que malheureusement, ces moyens, il ne les donne pas aux acteurs, il ne se les donne pas à lui non plus pour produire du logement social, puisque la production de logement social est en chute libre depuis 2 ans. Donc, on le voit, l'État n'a en fait aucune excuse. Les prérogatives à sa disposition pour loger en urgence les dizaines de milliers de ménages en attente sont nombreuses. Et donc, nos demandes d'injonction, nos demandes aux juges se font en miroir des obligations qu'ils ne respectent pas
Et ce qu'on demande, c'est que l'État propose donc un logement effectif et adapté à leurs besoins aux 96 000 ménages prioritaires d'allo en attente, donc pour lequel le délai est dépassé, pour lequel il n'a pas rempli son obligation de résultat. Il doit absolument tout faire pour que leur proposer un logement social adapté dans les mois qui viennent, mais aussi que la totalité donc, des logements qui sont contenus dans son contingent soient bien dédiés à ces ménages reconnus prioritaires d'allo, que l'État procède à l'attribution des logements qui sont réservés par Action Logement, les collectivités locales ou qui appartiennent aux bailleurs sociaux en se substituant à eux pour les attribuer aux ménages prioritaires d'allo, à proportion de ce qui reste, et que les logements réquisitionnés et les logements privés conventionnés soient bien proposés aux ménages prioritaires d'allo. Et enfin, qu'on produise des logements sociaux de manière suffisante pour répondre à tous. Voilà pour ce recours. Pour finir, avant de donner redonner la parole à Maïder et puis dans son entretien avec Charles qui vient d'arriver, bienvenue. Euh, on vise l'État dans ces recours, dans ces deux recours en responsabilité. Hein, les deux remplissent bien les critères qu'a décrit Clément au début de son intervention. Mais viser l'État, ça n'exonère pas tous les autres responsables publics ou privés qui sont aussi défaillants et qui alimentent aussi la crise du logement. On a aussi beaucoup de choses à leur reprocher, que ce soit de ne pas vouloir produire du logement social. De nombreuses communes refusent de produire du logement social. Ou alors on peut refuser aux acteurs privés de produire des logements trop chers, de spéculer, de discriminer ou d'exclure les plus défavorisés. Mais si on a décidé de viser l'État, c'est parce qu'il a des responsabilités bien précises et c'est parce qu'il a un rôle particulier et unique à jouer. Il est le garant du droit au logement, il est le garant du droit à l'hébergement et il est le garant de l'application des lois. Et à ce titre, il est le premier à devoir agir en ce sens. Et c'est aussi lui qui peut orienter l'action et qui peut contraindre tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, pour aller dans ce sens du respect du droit au logement, à l'hébergement et de l'application des lois, plutôt que de les inciter à faire l'inverse. Merci. Merci Noria. Du coup, comme vous l'aurez vu, l'objectif, donc, ces recours touchent des situations bien précises, qui sont d'ailleurs pas du tout exhaustifs de toutes les personnes, les situations de mal logement. Mais via ces recours, évidemment, on veut les gagner et faire changer la situation de ces personnes qui sont concernées par l'objet des recours. Mais on veut aussi que ce soit une manière de parler de la crise du logement, de parler du mal logement, de détechniciser le sujet. Et donc pour ça, comme je disais, on a fait tout un travail avec des créateurs et créatrices de contenu pour voilà, essayer de parler d'une autre manière de ces questions qui sont en vrai présentes, qu'on ait un logement ou pas. La question du logement nous concerne toutes et tous. Et donc voilà, essayer d'en parler dans des termes qui soient compréhensibles et de donner envie aux gens de s'engager et de se rejoindre à nous dans l'interpellation qu'on fait de l'État. Parce que, évidemment, même si beaucoup de choses vont se jouer au tribunal et de la part, et du ressort des juges, on sait que mettre la pression citoyenne, c'est hyper important, que les deux sont vraiment complémentaires. Et donc, voilà, en tout cas, cette affaire, on a envie que le grand public, tout le monde, vous, nous, s'en saisisse. Et donc, pour ça, je travaille avec 4 influenceurs, créateurs, créatrices de contenu, dont Charles Merlin qui est connecté, qui s'appelle, comme je vous le disais au début, Vivre moins con sur les réseaux sociaux. Et donc, ouais, pour conclure, comme on s'était dit, je voulais te demander déjà de te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, et peut-être nous dire pourquoi tu as voulu t'engager dans cette campagne, quel est le message que tu as voulu faire passer aux personnes qui te suivent. Oui, alors bonsoir à toutes et tous. Alors moi je m'appelle Charles Merlin et je suis effectivement créateur de contenu sur Instagram et TikTok et en gros je vulgarise l'actualité de manière engagée. Et c'était important pour moi de participer à cette initiative parce que c'est quelque chose qui a trait à l'injustice. Et je pense que c'est important quand il y a une injustice et quand on a une audience, entre guillemets, eh bien, qu'on en fasse part, qu'on en parle.
Et puis, je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes en France qui ne sont pas bien conscientes et qui ne sont pas bien informées en fait de la situation du mal logement dans notre pays. Et j'imagine, bon, là, je suis arrivé en cours de route, mais j'imagine que vous avez donné les chiffres, que moi, j'ai réappris. Je pense que on en entend parler parfois dans les médias et dans la presse et on l'oublie. Mais le fait de savoir que tous les soirs, il y a des milliers de personnes, dont des enfants, qui dorment dehors, qu'il y a environ 100 000 ménages, ça peut être des familles, des couples, etc., qui vivent dans des logements indignes, bah, je pense que c'est important que nos concitoyens, voilà, eh bien, sachent ça. Voilà. La deuxième chose, c'est une invitation que j'aimerais lancer, entre guillemets, à toutes les personnes qui nous suivent et peut-être qui nous écoutent aussi ce soir, c'est qu'on ne se résigne pas et qu'on ne tombe pas dans une forme d'apathie et de normalisation de cette situation du sans-abrisme et du mal-logement. En gros, c'est pas un phénomène naturel. Voilà. Ça n'a pas toujours été comme ça s'empire et on peut lutter contre ça. C'est-à-dire que c'est un problème qui a une solution, on sait comment la résoudre. Des associations très nombreuses, là on a un collectif de 40 associations, ont chiffré les moyens à mettre en œuvre pour résoudre ce problème. Donc il faut aussi qu'on ait conscience en tant que citoyen que c'est une situation qui n'est pas normale, qui n'est pas naturelle et qu'elle peut se résoudre. Voilà. Ouais, et bah, du coup, c'est en lien avec la deuxième question qu'on voulait discuter. Est-ce que tu avais déjà parlé de logement? Comment t'en avais parlé? Ou est-ce que c'est la première fois que t'en parles? Et peut-être oui, en quoi c'est lié? Quels sont peut-être les autres sujets dont tu as l'habitude de parler? Et comment tu le relis peut-être avec les autres sujets sur lesquels tu as l'habitude de te positionner? Oui. Alors oui, oui, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de la précarité énergétique et d'une conséquence d'une loi qui s'appelle la loi Climat et Résilience, qui a été votée en 2022, si je me souviens bien, et qui interdit aux propriétaires de passoires thermiques, donc les logements qui sont classés F ou G. Alors peut-être que ça a changé d'ailleurs au 1er janvier 2025. Non, on est toujours là-dessus. Eh bien, d'augmenter le loyer de ces logements quand on euh, signe un bail ou quand celui-ci se renouvelle à partir d'une certaine date. Et il se trouve que grâce à un travail qu'on a fait ensemble avec la Fondation pour les personnes défavorisées, pour le logement des personnes défavorisées, eh bien, en fait, grâce à ce travail qu'on a fait ensemble, moi, je me suis rendu compte que j'étais dans cette situation et que, en fait, je sais plus combien on est en France à vivre dans une passoire thermique. Alors, moi, j'ai pas un logement indécent, mais il se trouve que je suis au dernier étage d'un vieil immeuble parisien qui est très mal isolé. Et quand je regarde mon DPE, je suis classé G. Et il se trouve que j'ai reçu un courrier cet été qui m'informait de la réévaluation de mon loyer à la hausse, évidemment, et que du coup, en fait, bah, cette hausse, elle tombait sous le coup de la loi, et que en fait, mon propriétaire ne pouvait pas augmenter le loyer. Donc, j'en ai déjà parlé, pas de mon cas personnel, mais en tout cas, c'est pour dire que le fait de s'informer sur ces sujets-là, ça nous permet aussi dans notre quotidien, voilà, si on est concerné directement ou si ça concerne des personnes de notre entourage, eh bien, de mieux faire valoir nos droits. Et puis, plus indirectement, je dirais qu'en fait, tout est lié. Et il y a plein de sujets, en fait, qui sont liés à la question du logement. Par exemple, moi, j'essaye de parler pas mal de la crise climatique. Et qui dit climat, écologie, dit forcément à un moment donné isolation, isolation des logements,
Et donc, ça nous ramène à la question du mal logement et des passoires thermiques. Et puis, il y a un sujet aussi qui fait l'actualité cette semaine, c'est la question de la justice fiscale. Là, ce jeudi, il y a un texte important qui va passer à l'Assemblée nationale qui propose de taxer les milliardaires euh, à hauteur de 2% de leur patrimoine. Parce qu'il faut savoir que en fait, ce qu'on appelle les ultra-riches sont globalement 2 fois moins taxés que nous. Et quand je dis nous, c'est les classes populaires, les classes moyennes supérieures, où on a un taux de prélèvement obligatoire d'environ 50%, à peu près. Quand on prend en compte la TVA, l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, quand on met tout ça bout à bout, on arrive à un prélèvement d'environ 50% de nos revenus. Il se trouve que les ultra-riches sont prélevés d'environ 27%, soit 2 fois moins que nous, ce qui est là aussi profondément injuste. Et donc, ce que propose ce texte de loi qui est inspiré des travaux d'un économiste qui s'appelle Gabriel Zucman, c'est donc de taxer ces milliardaires à hauteur de 2% de leur patrimoine, ce qui pourrait rapporter chaque année à l'État à minima 15 milliards d'euros. Voilà. Et donc, c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser pour soit isoler des logements ou soit construire des logements ou construire des centres d'hébergement. Euh, voilà, donc c'est des problématiques qui sont liées au sujet dont on parle ce soir. Et donc, il y a quelque chose de logique dans le fait de soutenir l'initiative de non-assistance aux personnes mal logées. Merci Charles. On va commencer, je fais une petite conclusion et après on va prendre les questions parce qu'il y en a qui vont peut-être nous quitter avant les questions. Mais plus généralement aussi, je t'ai posé la question, mais je savais que tu avais aussi déjà parlé de la loi Kasbarian 1 Oui, c'est vrai. que j'ai mentionné au début. Et je pense qu'il y a aussi, si de parler des questions de mal logement sur les réseaux sociaux, dans les médias, c'est aussi notre rôle de faire exister un contre-discours, de montrer les réalités en fait quand on parle. Voilà, qu'est-ce que Noria vous a expliqué quand on parle des prioritaires pour accéder à un logement social. C'est quoi ces situations? Pourquoi ils sont reconnus prioritaires et urgents? C'est pas voilà juste pour accéder à un logement un peu mieux. C'est vraiment des situations où il y a des personnes qui ont des commissions qui ont décidé que ils étaient dans une situation qui pouvait même être dangereuse pour elles. Clément Capdebos vous disait que quand on parle de la dignité de l'accueil, quand on parle de l'accueil à l'hôtel, c'est bien loin de l'image de l'hôtel que certaines personnes peuvent avoir. C'est l'hôtel social, les hôtels du 115, c'est souvent l'insalubrité, le manque d'espace. Et, et donc voilà, je pense que c'est aussi le rôle des associations, mais aussi nous, on a une portée qui est différente de la vôtre, créateurs et créatrices de contenu. Et donc c'est voilà, de montrer ces réalités. Là, depuis qu'on a sorti les vidéos, certaines vidéos, on doit faire aussi un gros travail mais comme d'habitude, un peu de débunkage de certaines idées reçues qu'il y a sur l'accès au logement social, sur les centres d'hébergement, qui y a accès, qui devrait y avoir accès. Et donc c'est en ça que voilà, je pense que c'est important qu'on élargisse nos sujets au-delà des associations et de l'État et qu'on arrive à en faire un sujet de société. Merci pour toutes vos interventions. Et je voudrais dire un dernier mot, c'est que Noria l'a dit, l'État, si on cible l'État cette fois, c'est qu'il est responsable dans ses prérogatives directes, mais aussi il est responsable de faire appliquer la loi par les autres acteurs qui ne la respectent pas. Et il est d'autant plus responsable que là, on vous a parlé des situations les plus graves de mal logement. Et le message que je voudrais avec lequel vous repartiez ce soir, c'est que on n'est pas sur un problème, ça a été dit par tout le monde, mais on n'est pas sur un problème qui est inextricable, très 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 compliqué à résoudre. On parle, le problème du mal logement, il concerne une personne, en tout cas une personne sur 5 en France est touchée par la crise du logement. Là, ces recours, ils concernent quelques centaines de milliers de personnes et des solutions pour y mettre fin, on en a de l'ordre de quelques mois, quelques années, en tout cas rapidement. On peut changer concrètement la vie de ces personnes. Et donc voilà, c'est important et on compte bien gagner et faire advenir ça. Ceci étant dit, on va commencer à prendre vos questions. Je vais en prendre quelques-unes et si vous pouvez vous répartir la parole, Noria, Charles et Clément, peut-être prenez la parole quand vous souhaitez répondre.
Euh, hum, hum, hum. Oui, peut-être on peut se dire que s'il y a une question sur si la faute de l'État est reconnue et le préjudice aussi, qu'est-ce qu'on peut attendre des réparations? Qui recevrait ces réparations? Si peut-être Clément ou Noria, vous pouvez commencer à répondre à ça. Je vais peut-être commencer à répondre et Noria, éventuellement, tu me complètes si tu le veux. C'est vrai que là, c'est un recours, enfin, deux recours, pardon, qui ont été engagés par des associations. Donc, les premières bénéficiaires de la réparation, au moins pour ce qui est du préjudice moral, ce sera les associations. Néanmoins, et c'est là tout l'intérêt du recours, c'est que au-delà de l'indemnisation, de la réparation des préjudices, on demande également à ce que l'État soit condamné à adopter des mesures. Et ces mesures-là que l'on demande à l'État d'adopter, elles sont bien à destination des personnes qui sont à la rue ou qui sont impactées par le mal logement. Quand on demande à l'État, par exemple, pour ce qui est du recours hébergement, dont je vous parle parce que c'est celui que je connais le mieux, quand on demande à l'État de mettre un terme à l'hébergement en hôtel ou d'améliorer les conditions de prise en charge des personnes à la rue, c'est bien parce que ces mesures-là sont bien à destination au premier chef des personnes concernées. Voilà. Donc, c'est à travers ces mesures d'injonction que l'on demande au tribunal d'ordonner que les personnes à la rue pourront recevoir réparation, ou en tout cas pourront voir leur situation s'améliorer. Au bout de la réponse, effectivement, il y a nécessairement donc une somme d'argent qui est demandée à l'État à titre indemnitaire au nom de chaque organisation requérante. Et, cette somme d'argent-là a été choisie symboliquement, c'est-à-dire qu'elle représente une valeur symbolique au regard de nos actions depuis plusieurs années, nos organisations, les salariés, les bénévoles et toute l'énergie et tous les moyens financiers que l'on déploie depuis plusieurs années pour pallier à la défaillance de l'État, c'est-à-dire pour faire à sa place au lieu au lieu de faire en sorte que la situation, de respecter, si lui respectait ses obligations, nous, nos interventions, ne s'agirait que de lui dire comment mieux faire, comment éventuellement pallier à tout ce qui n'entre pas dans les mailles, tout ce qu'on repère pas, toutes ces petites situations d'urgence, les orienter, les signaler à l'État qui, de toute façon, avec les autres acteurs, pourrait effectivement faire respecter leurs droits. Là, c'est pas du tout le cas. Notre travail, c'est de faire à sa place. Ça symbolise, symboliquement, on a une somme de 10 000 euros qui a été demandée au nom de chaque organisation. Et donc cette somme-là est évidemment extrêmement symbolique au regard de tous les moyens qu'on a déployés depuis plusieurs années et qu'on déploie encore aujourd'hui. Évidemment, si elle nous est versée, elle sera reversée à notre objet social qui est donc la lutte contre le sans-abrisme et le mal logement. Il y a une question sur la possibilité pour d'autres associations de rejoindre, de s'associer à la démarche des recours. Noria. Déposer les recours déjà portés par 40 associations, donc c'était notre premier objectif. Et donc on va voir donc, dans les mois qui viennent si des organisations sont volontaires pour intervenir volontairement dans ces recours et on pourra voir ça ensemble, bien sûr. Il y a une question sur oui, le risque que la décision soit défavorable ou qu'on perde. Et donc, on peut peut-être le tourner à l'inverse. Quelles sont nos chances de gagner? Je pense que c'est une question qui nous a été beaucoup posée et aux avocats également. Voilà, peut-être Clément, si tu veux commencer à répondre là-dessus. Oui, alors c'est toujours difficile pour un avocat d'évaluer ou en tout cas de s'engager sur l'échange de recours potentiels d'un recours. Néanmoins, il me semble que on peut être assez confiant pour les deux recours qui ont été déposés la semaine dernière,
parce que depuis plusieurs années, on a un mouvement du juge administratif qui n'hésite pas à sanctionner l'État lorsqu'il ne respecte pas ses obligations, notamment lorsqu'il s'agit d'obligations de résultat. Et il s'agit bien, dans le cadre de l'hébergement d'urgence et du relogement, d'obligations de résultat qui sont mises à la charge de l'État. Et nous avons largement démontré, dans le cadre des 2 recours, que ces obligations-là n'étaient pas remplies par l'État. Donc, on peut imaginer tout à fait une condamnation en étant raisonnablement confiant sur les chances de succès des recours qui ont été engagés. Si jamais nous devions perdre ces recours, des voies de recours existent et je pense qu'on ne manquera pas, aux côtés des associations, de s'en saisir. D'abord en faisant appel, donc devant la Cour administrative d'appel de Paris, et ensuite éventuellement un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, voire ensuite peut-être envisager des recours devant les juridictions européennes, mais on n'en est pas là. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci. On va peut-être, je vois qu'il y avait une question sur, notamment une idée reçue qu'il peut y avoir de la part, des propriétaires, qui pourraient s'opposer à notre, démarche et notamment dire qu'ils sont, notamment avec la question qui était posée, c'était sur l'encadrement des loyers, dire qu'ils sont, totalement bloqués et pénalisés. Alors en effet, ça fait pas partie, donc il y a, Clément Capdevos et Naria Derdek vous ont présenté les injonctions qui sont demandées, enfin qu'on demande que l'État impose, pardon, que le juge impose à l'État. Donc ça, c'est des mesures qui ont un fondement légal, mais plus généralement, nous, les associations, le collectif des associations pour le logement, il y a tout un panel de mesures qu'on défend, qu'on demande de renforcer, et qui, vu que tous les aspects du logement sont imbriqués, et bah, peuvent permettre d'améliorer la situation. L'encadrement des loyers, selon nous, en fait partie. On publie avec la Fondation pour le logement des défavorisés un bilan de l'encadrement des loyers. Et donc évidemment, c'est une mesure qu'on défend. C'est d'ailleurs un dispositif qui, voilà, qui on pense n'est pas trop contraignant pour les propriétaires, dans la mesure où c'est un encadrement qui est raisonnable, qui se base autour des prix du marché, qui demande de ne pas dépasser d'un certain ordre les prix du marché, surtout qu'il n'est pas appliqué par tous les propriétaires. Il est de plus en plus appliqué et c'est une bonne chose, mais il y a encore un problème de recours au droit de la part des personnes. Donc c'est certain que, en tout cas, l'encadrement des loyers, bah, ça permet aux personnes de pouvoir plus facilement se loger, de sortir du parc social, de pouvoir se loger dans le parc privé, et donc de libérer des logements sociaux, et donc de favoriser ces ménages prioritaires DALO dont on parle, de pouvoir accéder à un logement social. Donc évidemment, ça fait partie des mesures plus globalement qu'on défend. C'est d'ailleurs l'encadrement des loyers, c'est encore une expérimentation qui prend fin en 2026, et pour l'instant, l'État n'a pas du tout prévu de renforcer le dispositif. Il y a des communes qui veulent le mettre en place et qui ne peuvent pas le mettre en place parce qu'elles n'ont pas candidaté dans les délais ou que ça leur a été refusé par l'État. Donc ça va être une des batailles qui va être menée par le collectif des associations pour le logement cette année. Ça va être d'inciter à pérenniser à minima l'encadrement des loyers, mais surtout aller plus loin et permettre, ça paraît être un peu du bon sens, à toutes les communes qui le demandent, qu'elles puissent le mettre en place. Nous, en tout cas, notre rôle en tant qu'association, c'est pas tant de se positionner du côté des propriétaires et d'alléger l'encadrement des loyers, mais de faire en sorte que les locataires aient recours à leurs droits. Et ça, je pense que notamment, Charles, ça peut aussi beaucoup passer par les réseaux sociaux, d'informer les gens, parce que ça, pour le coup, tous les locataires sont concernés par l'encadrement des loyers, s'ils habitent dans une commune où c'est appliqué, et donc d'informer les personnes sur ce droit-là. Voilà, il y a eu pas mal de questions, mais il y en a certaines qui se recoupaient, donc j'ai l'impression on a répondu. Pour les associations qui souhaitent nous rejoindre, quand vous allez sur le site du collectif des associations pour le logement, il y a un onglet contact et donc vous pouvez écrire à l'adresse mail qui est indiquée. Et voilà, il y a plein de manières de soutenir l'affaire. Et donc je vous rappelle, vous en tant que du coup citoyen, citoyenne, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord de signer la pétition qu'on a lancée sur change.org et que je vous affiche tout de suite. Hop. Comme ça, vous pouvez signer en live. On est à 16 000 signatures.
Donc voilà, on compte sur vous pour signer, la partager dans en newsletter, dans vos réseaux. Partager, on a publié pas mal d'explications, de vidéos sur les réseaux sociaux pour vulgariser et faire parler de l'affaire. Donc vous pouvez la partager en identifiant la ministre du Logement, Valérie Létard, et le Premier ministre, François Bayrou. Clément Capdevos le disait au début, Valérie Létard a déjà répondu suite à la couverture médiatique qu'il y a eu jeudi quand on a déposé les recours. Elle a déjà répondu en disant que les associations étaient dans leur bon droit, dans leur droit de le faire. Voilà, elle s'est défendue sur un certain nombre de mesures qu'elle a mis en place, mais qui malheureusement n'ont pas grand-chose à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. Mais donc voilà, c'est aussi, en les interpellant, c'est aussi une manière de donner de la force à ces recours, de forcer l'État et le gouvernement à se positionner. Et évidemment, on vous incite également à témoigner si vous êtes concerné, soit par le sans-abrisme, des mauvaises conditions d'hébergement, si vous êtes en attente d'un logement social reconnu prioritaire. On va faire en sorte, en tout cas comme Clément vous le disait, l'instruction, elle va durer longtemps. On est parti sur à minima plusieurs mois, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer d'ici là. Ces recours, c'est aussi un levier pour rendre visible la crise du logement et les personnes qui sont touchées. Donc, on va continuer à communiquer et on espère bien obtenir des avancées, des améliorations avant le jugement. Et ça, c'est des batailles qu'on peut mener au quotidien. Et pour ça, vos témoignages sont très précieux. Donc, pareil, vous pouvez nous contacter sur le site du collectif des associations pour le logement. Eh bien, on a fini. Le webinaire était enregistré. Donc, il sera disponible sur la chaîne YouTube du collectif et sur notre site. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Et merci aux intervenantes et intervenants. Merci. Merci, bonne soirée à toutes et tous. Merci, bonsoir tout le monde.